les clowns, c'est Jérémy, bien, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une bouquinerie geek. Ça faisait longtemps que j'ai pu faire, mais là je voulais tellement la faire, tellement que je suis surexcité de vous présenter ce tome de la gamme absolute dont j'ai fini par accrocher. Je n'ai lu que pour l'instant Superman et Batman. J'essaie de trouver Wonder Woman, Flash et les autres. Parce que ça fait partie maintenant de mes lectures actuelles, que j'ai envie de dire. Plus de continuité New 52 Rebirth, maintenant j'en ai plus rien à foutre. Maintenant je préfère lire du absolute. Et ici, je me consacre à la suite de la pépite que j'ai lue. Vous vous souvenez bien évidemment de ma vidéo sur le tome 1 d'Absolute Batman, que j'avais dit, Coco, j'ai surkiffé cette réécriture du Batverse. On est parti ici pour parler du tome 2, qui s'appelle Abomination. 248 pages, c'est de la collection DC Absolute. On retrouve bien évidemment des visages familiers comme Scott Snyder au scénario, Nick Dracota pour le dessin, et également un petit nouveau que je ne connais pas du tout qui s'appelle Marcos Martin, je ne sais pas comment on le prononce. Donc on retrouve le duo Snyder et Dracota qui avait fait un super travail sur le tome 1 que j'ai surkiffé. Et là on enchaîne directement avec le tome 2, ils enchaînent directement la suite avec un petit nouveau que je ne connais pas, Marcos Martin, je ne sais pas quel comics il a fait. Ça coûte 25 balles et c'est sorti en février, je crois le 13 février 2026. Voilà. Donc pour résumer globalement le scénario, donc je vous mettrai un petit aperçu également. Les événements se déroulent quelques semaines ou quelques mois après ce qui s'est passé à la fin du tome 1 et de l'attaque de Black Mask. Batman enquête sur une mystérieuse comment dire, résidence qui s'appelle l'Arche M, dont on apprend qu'en fait c'est un lieu où on transfère certaines personnes et qui deviennent des créatures. On va appeler ça comme ça. Donc en gros, Bruce enquête sur cette espèce de site inconnu au bataillon. Beaucoup de gens n'en entendent pas beaucoup parler. Et on apprend qu'en fait, il expose sans le vouloir ses amis, c'est-à-dire les amis de son enfance, à savoir Oswald, Eddie, Harvey, Wellon et Selina. Tous, je dis bien, tous sont exposés à des dangers. Même Bruce est exposé au danger. Et il va rencontrer une énorme résistance à son enquête puisqu'il va faire face à celui que vous voyez sur la couverture, en la personne de Bane, qui on va dire est pas le représentant, mais plutôt le bras droit du chef entre guillemets de cette Arche M. Et bien évidemment, il va mettre d'énormes bâtons dans les roues à Batman. Voilà à peu près pour le synopsis. Alors, je risque de... Ce sera peut-être la vidéo la plus longue en termes de bouquinerie geek parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Pour un bouquin qui fait 248 pages, qui a un énorme format, j'ai beaucoup de choses à dire tellement que je le dis d'avance. Le tome 1 m'avait beaucoup plu, mais alors le 2, je me suis pris la gifle de ma vie quand j'ai lu ça. Tout d'abord, je trouve que l'histoire en termes du scénario de ce Batverse-là, je trouve qu'on est de plus en plus sombre. Le premier, ça allait encore, c'était assez stable. Là, on est dans quelque chose de beaucoup plus glauque. Voir quelque chose d'assez grand, même en termes de menace, c'est quelque chose d'énorme. Il y a même un côté horrifique là-dedans que, de ce que j'ai pu entendre dans certaines critiques, ça avait dérangé certaines personnes. Ce n'est pas mon cas. Moi, avoir un truc horrifique dans le Batverse, ça me pose aucun problème. À condition que c'est bien maîtrisé. Mais en soi, le truc horrifique dans le Batverse, ça ne m'a pas dérangé. On l'a retrouvé dans pas mal de comics. Dans la saga Batman Arkham, on retrouve ça. Dans la plupart des films de Burton, on retrouve aussi ce côté cauchemardesque vis-à-vis des méchants. Donc non, en soi, le côté horrifique ne me dérangeait pas du tout. Même dans cette lecture-là, ça ne m'a pas du tout dérangé. C'est même des images qui sont gravées dans ma tête et que je m'étais dit, waouh, Scott Snyder a osé aller à fond là-dedans. Et même, je dirais que Nick Dracota l'a accompagné dans son délire parce que tu sens qu'au quoi il était vraiment en pourparlers et même extrêmement d'accord des idées de Snyder. Donc l'histoire là devient de plus en plus sombre parce que là, on part vraiment sur quelque chose de vraiment horrifique, même sombre comme je l'ai dit. On a des moments où ça a l'air vraiment brutal, c'est encore plus brutal gratuitement quand tu regardes le comics. Ce qu'on peut dire aussi, c'est que c'est résumé en 2 arcs. Tu as un arc où tout d'abord, ça s'appelle Absolu Zero. Un arc qui est consacré à Mr. Freeze. Et comment on appelle ça?
et un message du fait que le fait qu'on est trop attaché au passé qu'il faut savoir se détacher. Ce qui n'est pas le cas dans ce comics-là, puisque Freeze était, on va dire, attaché à son passé. Ce qui fait qu'au quoi il n'a jamais changé, n'a jamais évolué. Donc j'en tirerai pas plus. Par contre, je sens que c'est pas les dessins de Nick Dracota. Je sens que c'est clairement pas lui. Hein. Tiens, je vous montre. On dirait que c'est pas le même boulot. Je pense que je me demande si c'est pas Marco Martin qui avait fait cette partie-là. Après, dans le reste, là oui, on est vraiment sur du Nick Dracota. Je reconnais le style, la patte graphique et tout, comme on avait eu dans le tome 1. Donc coupé en 2 gros arcs, on a l'absolu 0. Et ensuite, on enchaîne, si je trouve la page, on enchaîne avec le gros arc qui est Abomination. Et là, j'aime bien l'effet que là, ça te met des doubles pages, mais version horrifique, quoi. T'as là la première partie. Je vais vous montrer la deuxième, si je la trouve. Là, regarde ça. Même moi, je ne sais pas ce que c'est. Hein. Même moi, je ne sais pas ce que c'est. Bon, de temps en temps, c'est pas des trucs horrifiques. Parfois, c'est pour le bonheur des yeux d'un homme. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin bref, parlons pas de ça. On n'est pas là pour parler de ça. Encore celle-ci, je la trouve magnifique. Et je pense qu'il y en a encore un. Et encore là. Et le dernier, je pense, normalement il est marqué dernière partie. Voilà, j'ai la dernière. Et là, putain, la claque monumentale. Regardez-moi ça. La claque monumentale, là. Waouh. Cette double page, putain. Putain. Et donc la partie Abomination, qui est le gros arc, on va dire, de ce comics. Et bien là, le méchant consacré dans ce comics-là, ben, c'est Bane. Je vais essayer de vous montrer. Bah, en même temps, il est sur la couverture. Là, le méchant, c'est Bane. Donc, Bane et l'Arche M sont la menace principale de ce tome. Et ça repose aussi sur, si je rappelle bien, la culpabilité et les responsabilités de Bruce. Parce que par moment, Bane va commettre des atrocités sur des proches de Bruce. Ce qui va permettre à Batman de réfléchir sur ses méthodes et de comment éradiquer cette menace. Je trouve que ça joue beaucoup en émotion sur certains moments. Ça joue beaucoup sur la culpabilité. On montre beaucoup plus un Batman tellement vénère et tout, tellement colérique par la personne de Bane, qui lui met tellement des bâtons dans les roues. Et on le ressent, la rage que Batman a, c'est totalement époustouflant. On retrouve vraiment le Batman de TDKR ainsi que Ben Affleck. On retrouve totalement cette rage d'un Batman. Voilà, c'est débutant, hein, mais en juger par la tenue et comment il est, j'ai envie de dire, on est sur un Batman mais vraiment colérique, vraiment pas l'habitude, ce qu'on a l'habitude de voir. Et là, tu sens que par moment, Batman, il a envie de buter Bane parce qu'il en a marre. Il se bat de toutes ses forces, mais il n'y arrive pas à contrer un être humain tel que Bane. Et le fait que là, il a 2 doigts de le tuer, genre il a vraiment envie de tuer Bane, à un moment donné, il se dit non, je vais pas aller jusque-là. Mais ça, c'est incroyable, le fait que là, ça se repose beaucoup sur la culpabilité et les responsabilités de Bruce, ce qui n'a pas été le cas dans le premier tome. Là, au moins, on met un peu plus ses choix, ses décisions vis-à-vis de lui ou de ses ennemis. Est-ce qu'il doit les tuer? Est-ce qu'il doit l'épargner ou pas? Donc ça, c'est vraiment une très très bonne chose. Autre chose que je pourrais dire aussi, c'est... Par contre, un petit point négatif, c'est que je trouve une page, sans trop spoiler... Ça se passe peut-être au début. Il y a des personnages où je trouve que ils ne servent strictement à rien. Bon, je ne trouve pas, mais je vais leur dire. Par exemple, tu as Martha, donc Martha Wayne, Jim Gordon, Barbara Gordon, Loeb et Bullock. Ces personnages-là, par contre, ne servent à rien dans le scénario. Ils ne servent strictement à rien. C'est juste là pour dire que vous vous rappelez de ces personnages-là, on les avait vus dans le tome 1. Mais pour moi, ils ne servent strictement à rien. On est vraiment concentré que sur Batman et son combat avec l'Arche M et Bane. Ainsi que ses amis qui sont, on va dire, les cibles, entre guillemets, de l'organisation. Mais sinon, tous les personnages secondaires qu'on a connus à partir du premier tome, ils ne servent strictement à rien. Et ça me déçoit un petit peu. Donc, parlons maintenant de l'Arche M. Il y a un petit visuel au début.
Là. On le voit ici. C'est ça l'Arche M. Et j'ai envie de dire, l'Arche M, on peut dire principalement que c'est une... On peut, même honnêtement, c'est une prison clandestine. Et on apprendra plus tard qu'en fait, c'est une prison clandestine qui transforme des gens en monstres. Et ça me rappelle Indian Hill dans la série Gotham. Principalement pour ceux qui s'en rappellent, hein, dans la saison 2. Les créatures de Hugo Strange. Eh ben, ça me rappelle clairement quand je vois le Indian Hill et de ce qu'ils font, qui prennent des criminels, et genre des criminels entrent ici et c'est des monstres qui en ressortent. Ça me rappelle Indian Hill dans la série Gotham. Et en plus, c'est dirigé par un médecin que Bane et de la compagne, à savoir un docteur Arkham. Et d'ailleurs, je me demande même si l'Arche M, c'est pas un proto-asile d'Arkham. Moi, c'est ce que je pense. Je pense que c'est un proto-asile d'Arkham parce que, vu les monstres qui en ressortent, vu les monstres qui se promènent dans les couloirs, j'ai envie de dire qu'on n'est pas loin. On n'est pas loin de l'asile d'Arkham. Parce que dans l'asile d'Arkham, je rappelle, dans le Badverse, tu as tout le temps des personnages tellement fous, des personnes normales, qui rentrent là-dedans, ils se disent ça va aller, mais dès qu'ils sont dedans, ils deviennent totalement fous, ça devient un monstre, ça devient un psychopathe. Et pour moi, l'asile d'Arkham représente ce côté horrifique que personnellement, j'aimerais voir ça. Au cinéma, ça n'a jamais été le cas. On l'a retrouvé dans le jeu Batman Arkham Asylum, dont la mise en scène et l'ambiance est très bien retranscrite. Dans le comics, on va dire qu'on se rapproche vraiment de cette ambiance glauque, avec des couloirs interminables. Tu regardes par exemple là, des couloirs qui sont hyper noirs et tout, tu vois des squelettes et tout un peu partout, c'est vraiment glauque. Tu as vraiment l'impression que c'est la proto-asile d'Arkham. Avant, ça s'appelle l'Arche, enfin là, ça s'appelle l'Arche M. Peut-être qu'après, ça va s'appeler l'asile d'Arkham. Mais comment Batman évolue là-dedans? Parce qu'à un moment donné, il va se faire capturer. Tu le vois qu'au quoi, il est en bave tellement qu'il a aucun moyen de s'enfuir. Il se dit que c'est interminable. À un moment donné, il va venir par rester là, devenir un de ses patients et devenir complètement fou. Ce qui n'est pas le cas, je vous rassure, puisqu'il va finir par s'enfuir. Donc le fait que c'est un asile d'Arkham enfin un proto-asile d'Arkham qui nous montre qu'au quoi des criminels sont envoyés là et sont transformés en monstres, c'est une idée folle. Je sais pas si ça a été vraiment repris de la série Gotham ou alors ou Scott Snyder s'est creusé les ménages, mais c'est extrêmement bien foutu. C'était extrêmement bien foutu à mes yeux. Je suis franchement étonné de voir ça. Une pseudo, entre guillemets, origin story d'asile d'Arkham, pourquoi pas, c'était une très bonne chose. Mais vu comment c'est traité dans cet univers absolu, franchement je dis bravo, franchement je dis excellent. Et d'ailleurs, déjà c'est spoil, mais de toute façon toutes les critiques que je fais c'est spoil. Au cours de son parcours dans l'Arche M, Bruce va rencontrer d'autres personnes, des personnes que nous, fans du Badverse, on connaît. Tout d'abord, on a ici, on a Gueule d'Argile, qui n'apparaît que dans 2 pages, c'est tout, pas plus. Il n'a pas un rôle majeur. Ensuite, à un moment donné, Waylon va se faire capturer. Et c'est à ce moment-là qu'il va devenir Killer Croc. Là, je vous le montre ici. Voilà, il est là. Donc ça devient un véritable crocodile. Je trouve le design franchement monstrueux. Oh mais putain, regarde-moi ça. Batman qui chevauche Croc, comme ça. Dit comme ça, on dirait le lézard, tu sais. Mais c'est incroyable. Ça, cette double page, je la surkiffe. C'est incroyable. Regardez-moi le design de ce Killer Croc. Incroyable. Franchement, incroyable. Et aussi, c'est qu'à un moment donné, il va aussi croiser un certain Isley. Qui est là. Mais je vous rassure, ce n'est pas Poison Ivy. Parce que ça a déjà été révélé sur les réseaux sociaux à quoi va ressembler la Absolute Poison Ivy. Mais ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. On l'appelle Isley, mais je ne sais pas si... Honnêtement, je ne sais pas si c'est un membre de la famille de Pamela. Soit la mère ou le père. Je ne sais pas. Après, je verrai bien quand on aura une histoire sur Absolute Poison Ivy qui sera sortie chez Urban. Mais pour l'instant... J'apprécie beaucoup ce qu'ils en ont fait, comme quoi là on est vraiment dans l'Arche M, vraiment un ersatz de l'asile d'Arkham, où Bruce parcourt les couloirs mais tombe sur des criminels qui sont transformés en monstres.
Mais waouh, quoi. Waouh. Là, on va au-dessus. Scott Snyder va très très loin dans ses idées. Hein. C'est excellent. D'ailleurs, un petit moment où je m'étais dit, c'est plutôt cool. Mais il reste à voir comment vous l'interprétez. Mais moi, j'ai pas trouvé ça génial. À un moment donné, Bruce, comme j'ai dit, il va se faire capturer. Il va être enfermé dans une cellule. À un moment donné, il va tenter de s'enfuir. Mais Bane va finir par le fracasser, le foutre au sol pour le renvoyer dans sa cellule. Et à un moment donné, Bruce va se calmer. Et à un moment donné, il va se mettre à attaquer des médecins qui vont rentrer dans sa cellule pour essayer de faire un diagnostic ou je ne sais pas quoi, ou alors pour le droguer et l'emmener quelque part. Et tu vois là que Bruce, il se défend et il y va pas de main morte. Hein. Il y va pas de main morte, il y va pas avec le dos de la cuillère. Hein. Là, il est d'une brutalité sans crue. En plus, on t'apprend qu'en fait, il s'est, comment dire, il s'est arraché des dents pour en faire des espèces de poignards, tu sais, à ses mains. Il s'est arraché des dents, mais je m'étais dit, mais quel genre de barjo fait ça? Il s'est vraiment arraché les dents. Par contre, le truc que j'ai trouvé assez chelou, c'est qu'à un moment donné, c'est le coup de l'acide. À un moment donné, il va balancer de l'acide sur un médecin et on t'explique, je cite, « Il a collecté une grande quantité de fiente et uriné dessus pendant des semaines, créant ainsi un composé hautement inflammable comparable à la poudre à canon. » Donc, il s'est récupéré son urine pour créer un gaz. Chelou. Et quand il le disperse sur le médecin, quand on a l'esprit mal placé, c'est pas joli à voir. C'est pas joli à voir quand on a l'esprit mal placé. Donc voilà, donc la scène est sympa, hein, mais le coup de ce qui s'est arraché les dents, qui a utilisé son urine pour créer un acide et qu'après ça a une position bizarre, ça c'est vraiment le petit bémol que je peux reprocher à la séquence. Mais sinon, la façon comment il pète des bouches et tout ça, tu vois du sang gicler et tout. Et d'ailleurs, c'est le point que je relève. Le prochain point que je relève, c'est que il y avait déjà une hausse de violence dans le premier tome. Là, on appuie sur le champignon en termes de violence. Tu vois des têtes coupées, des membres, des bras coupés, le sang qui gicle à gogo. De toute façon, je peux les montrer là. Le sang gicle partout. À un moment donné, tu vas avoir un personnage qui va se faire couper les bras. Puis après, Bane va prendre un bazar et éclater sa tête à plusieurs reprises jusqu'à temps que le mec il ressorte plus à rien, tu sais, comme s'il s'est pris une voiture en pleine gueule. Je trouve que là, dans la brutalité, on y va à fond les ballons. On y va à fond dans les ballons. Je sais pas si je peux vous montrer une séquence sans trop être... sans trop spoiler, même si ça a l'air difficile de trouver. Enfin bref, vous m'avez compris, hein. Je pense que non, je vais pas vous montrer, mais je pense que vous m'avez compris qu'au quoi. Il y a énormément de moments où tu te dis ça va à fond dans la violence, ça va pas de main morte. On te montre que là, on n'est pas dans un truc de bisounours, on est vraiment dans une lecture pour adultes, quelque chose de vraiment mature. Il faut montrer une dose de violence. Et moi, je ne suis pas contre que dans un Batman, il y a du sang qui gicle. Je ne suis pas contre. Même dans tout film de super-héros, je ne suis pas contre qu'il y a du sang qui gicle ou que tu vois des membres décapités. Je ne suis pas contre ça. Ensuite, on va parler déjà des méchants et de leur design particulièrement. Alors tout d'abord, Mr. Freeze, où j'ai trouvé son design, mais affreux, mais dans le sens flippant, quoi. Regarde là. Le mec, on dirait Slenderman. Slenderman, carrément, hein. Mais il est flippant. Mais la première fois que tu le vois, c'est sur la page d'après. Regarde-moi ça. Il est ultra flippant. C'est un corps entièrement de froid. Pas de costume, pas de canon cryogénique. Un mec complètement flippant avec des yeux rouges. Ça n'allait pas à fond dans le côté super vilain armé. Là, on va vraiment dans le côté créature, comme j'ai dit. Et c'est ça qui me plaît dans cette version absolue. C'est que là, tous les ennemis du Batverse vont tous être des créatures monstrueuses qui va vraiment te foutre les jetons. Moi, le Mr. Freeze, je le vois ainsi, mais putain, mais c'est incroyable ce qu'ils en ont fait. Je le trouve vachement flippant et imposant quand même que si c'est pas une masse, mais je le trouve flippant. Par moments, il peut même ramper sur des murs et tout ça. C'est waouh, quoi. C'est waouh.
Et puis après, est-ce que j'ai besoin de vous citer... J'ai besoin de vous citer Bane. Où là, son design, mais je trouve, mais... Masterclass, quoi. Masterclass. Il y a deux looks. Il y a comme ça, quand il prend pas le venin. Et quand il a le venin, il est ainsi. Et là, on dirait les titans dans Arkham Asylum. Il est balèze. Regarde la taille qu'il fait comparé à Batman. Il est balèze. Le mec, il mesure 4 mètres de haut, voire 5 mètres, tu sais. Mais c'est vraiment une brute, vraiment une brute, mais vraiment imposant. C'est même plus Hulk. Il dépasse Hulk pour moi. Il dépasse sûrement, j'ai exagéré, King Kong. Mais le mec, la taille qu'il fait, waouh, waouh, quoi. Bon, j'ai peut-être abusé sur King Kong, mais vous m'avez compris, quoi. Il est vraiment monstrueux. Et c'est pas le seul look qu'il a. Vous en saurez un peu plus. Un peu plus tard. Alors, un autre point qui est à la fois un point positif, mais un point négatif, c'est qu'on a beaucoup de personnages qui évoluent vers leur identité de super vilain. Comme par exemple... Waylon qui est devenu Killer Croc que j'apprécie énormément. Mais le point négatif que je peux relever sur lui et également sur les autres méchants, enfin sur les autres alliés de Bruce. Je vais vous trouver la page à un moment donné. Attendez, faut que je trouve. À un moment donné, Bane il va trouver, voilà. Il va trouver tous les amis de Bruce, à savoir Harvey, Eddie et Oswald. Et là, à un moment donné, là, c'est là où l'image la plus choquante arrive. C'est que là, il les a défoncés. Attention, âme sensible peut s'abstenir. Oswald. Regardez-moi ça. Dites-moi que ça vous fait pas flipper, ça. En gros, on t'explique que là, Bane l'a tabassé, il lui a brisé les os un par un. Et là, t'as l'impression que là, il est devenu... il est complètement handicapé, il réagit plus normalement. Ensuite, Harvey, qui là, on voit que Bane lui a pris la tête, il a pris une bouteille de Sky ou je sais pas quoi, il lui a éclaté sur la gueule et il a allumé le feu. Mais le plus flippant, franchement, le plus flippant, c'est Edward Nygma. En gros, si j'ai compris, Bane lui a arraché le haut du crâne, je pense. Attends, je regarde. Il secouait la tête, m'enfonçait devant de mon cerveau, dans mon crâne, le lobe frontal, celui qui gère l'intelligence. Boum. Ouais, donc en gros, il lui a brisé, on voit une image là même. Et ça va être un point négatif que je vais relever tout plus. Je vais le dire après. Regardez là. Il lui crève les yeux. En gros, c'est sympa que là, ils ont tous évolué, hein. Mais le problème, c'est que c'est juste par des toutes petites cases comme ça de rien du tout expliquées en flashback. Même pour le pingouin, là, on le voit que c'est en mini-case et tout ça. Moi, je m'attendais à ce qu'on nous montre plusieurs pages où tu montres que quoi, les trois se sont fait massacrer, mais de manière horrible. Pas juste 4 cases et puis c'est tout, on voit rien. Ah, parce que là... Attends, je monte là. Là, il le tabasse, mais tu sais pas où. Là, il y a un whack, on sent qu'il a frappé, mais tu ne sais pas où. C'est pour ça que là, je voulais que pour le massacre des trois, je voulais qu'on nous mette plusieurs pages, quitte à faire 4-5 pages pour chaque. J'aurais voulu qu'on nous montre que quoi, ils ont essayé de se défendre, mais malheureusement, Bane les a transformés en leur alter ego de ce qui viendront dans les comics. Et c'est dommage. Même le mystère, hein. Edward Nygma, t'as juste une case ainsi, mais c'est tout, on voit rien. Je m'attendais à ce qu'on nous montre plusieurs pages, encore une fois, 1 ou 2 pages, qu'on nous montre que quoi, Bane lui a pété la gueule, il l'a transformé en monstre. J'aurais voulu voir ça. Ah putain, j'avais pas vu, regarder le haut de son crâne là. Ça fait un point d'interrogation. J'avais même pas vu. Donc c'est ça le reproche que je fais, c'est qu'on nous montre pas assez la violence de ce qui s'est passé sur les trois. Ça c'est dommage, mais la façon dont ils sont terminés là, je m'étais dit c'est glauque. Surtout le pingouin, hein. Le pingouin, ça me terrifie. Là il ressemble plus à rien, il ressemble plus à un être humain là. Et puis aussi une autre séquence qui m'a plu. À un moment donné, Batman va pirater toutes les télés de la ville.
afin de s'adresser à Bane. Et là, il y va pas de main morte, il est assez violent. Hein. Je retrouve la page en question. Voilà, c'est ici. À un moment donné, Batman prend le contrôle de toutes les télés qu'il y a dans Gotham pour annoncer à Bane qu'au quoi il veut mettre fin à ce carnage. Et à un moment donné, il insulte carrément Bane. À un moment donné, il te dit « C'est bien de toi que je parle, Bane. » Petite, et là, il y a un petit truc avec des, on va dire, des caractères gras pour symboliser un gros mot. Mais là, on peut dire qu'il s'est imaginé petite salope ou un truc ainsi. Parce qu'il est marqué petite, avec E à la fin. Donc, c'est petite salope ou petite pute. Je ne sais pas comment il dit. Mais là, ce Batman qui insulte comme ça, mais putain, moi, ça me parle. Ça me parle. Imagine actuellement en France ou en Belgique, t'as ce Batman-là qui te foule, qui t'insulte comme ça, qui te dit foutez-moi le camp, bande de salopes. Mais putain, mais je me t'ai dit, mais voilà, c'est ça. C'est ça, c'est ce Batman-là que je veux voir. Pas Ben Affleck, pas Christian Bale, pas Michael Keaton, pas celui des jeux Arkham, non. L'absolu de Batman, tu me le mets dans les rues maintenant, je peux te dire que là, il va péter des bouches. Il va défoncer des gueules. Donc là, le fait que là, il dit des gros mots, ça me fait rire. Par contre, le fait qu'on a des petits caractères comme ça, de toute façon, je vais essayer de vous le remontrer. Ah, avec deux mains, c'est difficile. Regardez. Tu vois, des petits trucs ainsi. Eh ben, je comprends pas pourquoi on censure les gros mots. Je comprends pas ça. Normalement, vu que c'est destiné à un public mature, pourquoi ne pas traduire les gros mots, justement? Pourquoi ne pas les traduire? Parce que c'est pas un gamin de 9 ans qui va lire ça. Hein. Pour moi, tu es dans une lecture un peu plus mature. Tu peux dire les gros mots, pas besoin de les censurer. Donc je vois pas l'intérêt d'avoir censuré les gros mots alors que c'est une lecture pour les plus matures. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Oui, comme j'ai dit, c'est manque de plan iconique. Ça, c'est la partie qui me dérange tellement sur Absolute. C'était déjà le cas avec le premier tome. Il y a certains plans où on voit que c'est en double page, donc tant mieux. Mais à un moment donné, il y a certains moments où j'aurais voulu qu'il y ait une double page. Par exemple, cette séquence-là où on montre Bane pour la première fois. À un moment donné, il va jusqu'à prendre la tête du mec et lui défoncer le visage. Ça, par exemple, j'aurais voulu, et que la façon dont il le bute, j'aurais voulu que, par exemple, ce soit une double page, comme ça. Pour montrer qu'au quoi, ce Bane-là ne va pas dans la dentelle, il ne sera pas là pour jouer à la marelle. Ce sera un Bane vraiment colossal, vraiment brutal et terrifiant. Tout comme un affrontement entre nos deux personnages. Il y a une séquence où... Attendez, je l'ai ici. Là, on voit Batman là, mais on voit pas beaucoup Bane. Ça, c'est dommage. Tu aurais pu nous mettre un face-à-face entre les deux, avec les deux. Ou encore, pour le combat final. Voilà, ici. Où on te présente d'un côté Batman, d'un côté Bane. Pour le combat final, ça aurait mérité une double page, par exemple. Pour montrer que là, tu vas assister à un combat de gladiateurs. Ça va pas aller de main morte. Là, ça va péter des bouches. Il y a des dents qui vont voler. Il y a du sang qui va gicler. Je voudrais qu'il y ait une double page pour montrer l'ampleur de la situation. Mais je n'ai pas ça. Je n'ai clairement pas ça. On a très peu de passages qui sont pas beaucoup exploités. Je reprends aussi l'exemple des amis de Bruce là qui se font défoncer par Bane, les trois là. Ça aussi, tu aurais pu nous mettre un plan coupé en trois, sur 2 pages, en 3, où tu vois les trois qui sont dans un état pitoyable. Ça aussi, ça aurait pu être impressionnant. Mais en soi, ça ne me dérange pas. Là, de ce que j'ai cité, ça peut être, par exemple... ça peut être, par exemple, intéressant de faire ça. Mais au final, on n'a pas eu ça. On aurait pu avoir ça, hein. Ça aurait pu être intéressant. Ça aurait pu montrer quelque chose de vraiment massif, vachement imposant. Mais c'est pas du tout le cas. Tout comme la fameuse scène où Bane redevient plus costaud. Là, par exemple... Là, il devient encore plus costaud. Là aussi, ça aurait pu être une double page. Après, vous m'avez compris. Hein. C'est tout le temps des moments importants. C'est réduire des toutes petites cases qu'on ne voit pas beaucoup. Et c'est dommage. Le découpage est un petit peu décevant par certains moments. Et puis, je reviens sur l'autre chose qui m'a beaucoup plu en termes de points positifs. C'est l'affrontement final. Où là, ça va vraiment cogner sévère. Là. Ça cogne sévère, ça vole dans tous les sens. T'as même des membres arrachés et tout ça.
T'as un moment ultra violent là, t'as Wayland qui se met à croquer Bane, tu vois du sang gicler partout. Ça va vraiment dans la brutalité crue. On est vraiment sur quelque chose de beaucoup plus spectaculaire. On est vraiment sur un combat de gladiators. Et ça se termine par la victoire du héros. Où là, Bane, il ressemble plus à rien. Enfin si, spoiler alerte, il est encore vivant. Oui, il est encore vivant. Mais il ne ressemble plus à rien. Voilà, il ne ressemble plus à rien. Donc le côté magistral est génial, on est vraiment sur un combat final épique, mais comme j'ai dit, c'est un manque de plan iconique sur certaines parties dont je vous ai présenté tout à l'heure. Il manquait pas grand chose pour que le comic soit vraiment, mais boum, à fond les ballons à 100%. Il manquait pas grand chose, mais en soi le combat final est quand même bien réussi dans l'ensemble. C'est assez rythmé, ça perd pas une seconde, c'est rythmé, mais c'est juste les manques de plans iconiques en double page qui auraient pu être encore plus impressionnants. Maintenant, parlons de certains personnages dont je n'apprécie pas du tout le design des nouveaux personnages. Comme vous pouvez le voir dans ce Batverse, de nouveaux personnages ont été rajoutés et certains m'ont déçu un petit peu. Par exemple, on revoit Selina Kyle, ça fait plaisir. Alors la façon dont elle est, l'alchimie qu'elle a avec Bruce, j'aime beaucoup. Par contre, Catwoman, c'est pas possible. Hein. Regardez. La tenue en cuir, je veux bien, mais le casque, qu'est-ce que c'est que ça? Vous verrez qu'elle en plus, elle le dit, c'est un des casques de Black Mask. Et elle a rajouté des oreilles de chat. Ben, je trouve ça moche, hein, on dirait Mysterio. Je trouve ça moche, moi j'aime pas du tout. Et puis autre personnage féminin qui arrive. Et pour le coup je l'apprécie pas du tout, même quand j'avais vu les photos sur les réseaux sociaux. Harley Quinn. Le crâne rasé. On n'a pas le côté iconique où elle avait les couettes et tout. Bon, elle a le code couleur rouge et noir, c'est déjà ça. Donc c'est la chef du gang de Red Hood, pourquoi pas, à la rigueur, c'est une bonne idée. Mais coupe rasée et tout ça, la coupe, pas la coupe casquette, mais vraiment la coupe chauve. Je suis désolé, c'est nul à chier. Donc voilà, et après il faudra attendre le tome 3 pour la suite, puisqu'on n'en apprend pas plus. Et ensuite, on a un épisode qui s'appelle Annual, donc on apprend qu'en fait c'est une histoire qui se déroule avant les événements du tome 1. Alors le point négatif que je peux reprocher, c'est pourquoi est-ce qu'on n'a pas mis cette partie annuelle dans le tome 1. Ça aurait pu être plus logique que dans le tome 2, mais bon, c'est rien. Et j'aime bien où là, Batman, on te montre quoi il est à ses débuts, vraiment à ses tout débuts avant de rentrer à Gotham. Il tabasse déjà des criminels qui portent des masques de cochon en braquant des personnes qui n'ont rien demandé. Genre par exemple ici j'ai une image où 3 gars agressent une mère et son enfant. Ça c'est vraiment horrible, tu vois le gamin en pleurs et tout ça, et du coup tu comprends pourquoi Bruce intervient. Et à un moment donné, il y a un plan que j'ai trouvé génial, en plus en double page. À un moment donné, il arrive dans le lieu où ont lieu les criminels qui sont atterris dans un espèce de campement rempli d'SDF. Ils se mettent à les tabasser à mort. Et commencent à dire que quoi, le pouvoir pur et tout ça, le mec se prend pour le chef. Et là, Batman sort de nulle part et il lui pète le bras. Voilà, bah pour moi je le répète, mais ça c'est mon Batman. Ça c'est un Batman qui me plaît. Et je pense que là on est vraiment encore sur le dessin de Marco Martin, parce que là le Batman m'a l'air encore plus brutal et beaucoup plus imposant, regardez. Je sais pas, il m'a l'air beaucoup plus gros que la version de Nick Dracota. Je l'aime beaucoup. Et aussi, à un moment donné, il tombe sur le prêtre qui n'approuve pas les méthodes de Batman. Parce que là, il fait face à une brutalité, dans une brutalité crue. Le prêtre n'accepte pas la violence que Batman lui porte. Il dit qu'il a forcément un autre moyen. Et là aussi, c'est encore une page que j'ai surkiffé, où là, Batman est déterminé par ses choix. C'est ça. C'est ça, ma méthode. Ce plan est ultra badass. C'est comme ça que je représente Batman. Que sa méthode, comment il bat les criminels, c'est totalement lui. Et aussi, il y a un autre plan que j'ai trouvé ça assez bizarre, mais bon, pourquoi pas. C'est qu'on a inventé une excuse de comment il a pu choper une voiture, un véhicule qui sera plus tard la Batmobile. En gros, il a vu un gros char comme ça sur un lieu de chantier.
et il la prend pour en faire sa Batmobile. Pourquoi pas, hein. Mais en faire un char ainsi, je crois que c'est la plus grosse Batmobile que j'ai pu voir. Elle dépasse celle de TDKR. Hein. Bref, voilà, et je trouve que c'est assez brutal, assez violent. Et bute tous ces connards qui s'en prennent à des innocents. Pour moi, c'est le Batman parfait que je voulais voir. Et il n'y va pas de main morte parce que il utilise carrément un lance-flamme. On a un Batman vachement déterminé, je le répète. Vraiment, vraiment déterminé. Bref, et après on a une autre histoire où il fait face à un gang aux hommes de Black Mask. Et ça se situe après la première défaite du gang de Black Mask face à Batman. Voilà. Donc c'est pendant le tome 1 celui-là. Mais je vois pas spécialement l'intérêt. C'est pourquoi pas, hein, mais je vois pas l'intérêt. Voilà, j'ai tout dit. Donc, pour conclure, Absolute Batman tome 2, c'est une pépite. Franchement, c'est une pépite. Je l'ai préféré au tome 1. Le tome 1 est excellent. Mais alors là, on se rapproche plus de Batverse. On a beaucoup plus de personnages. C'est beaucoup plus brutal. On a un combat final vachement rythmé. Ça perd pas une seconde. On a un méchant charismatique, ce Bane. Et tout le mystère sur l'Arche M qui nous trotte dans la tête, dont on a envie de savoir ce qui se passe. Tout ça, on aura la suite dans le tome 3. Donc j'espère qu'il sortira rapidement. Parce que là, j'ai très hâte de le dévorer. Parce que pour l'instant, Absolute Batman, je le répète, mais c'est masterclass à mes yeux. J'aime la réécriture de ce Batverse-là. Il y a pas mal de trucs qui me font pas, comme je t'ai dit, le design de Catwoman et de Harley Quinn, je n'apprécie pas forcément. Mais en soi, j'ai hâte de découvrir le design de tous les autres personnages qu'ils vont avoir. D'ailleurs, je sais que plus tard, on va avoir l'épouvantail, qu'on n'a pas encore vu. On va sûrement avoir aussi le Joker, que j'ai très hâte de voir ça, parce que la version monstre et tout, c'est Venom, c'est l'espèce de grosse créature avec un énorme sourire. Mais ça, je veux voir. On doit aussi voir quoi d'autre? Zaz, Maxi Zeus, le ventriloque et Scarface, peut-être Professeur Pig. Il y a tellement de personnages du Batverse que tu peux adapter là, que là, je serais très curieux de voir ce que Scott Snyder nous a réservé. Bref, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore lu. Bref, j'espère que cette bouquinerie geek surexcitée vous a plu, parce que moi, j'ai pris du plaisir à vous parler de ça, tellement que j'ai adoré la lecture. Si cette vidéo vous a plu, mettez un gros like, qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'active à mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand maximum, tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.